Cet exposé, je vais essayer de parler des évolutions des densités de dislocation en présence du vieillissement dynamique. Donc je vais commencer par une introduction, puis je passerai au mécanisme de base. Donc je parlerai des évolutions des densités de dislocation au cours de la déformation, dans le cas d'un écoulement plastique stable et dans le cas d'un écoulement plastique instable. Je passerai après à un exemple d'étude qui se fera sur un alliage d'ALMG à 4,5% de teneur en Mg, déformé à température ambiante. Et on va essayer, pour cet exemple, d'estimer les densités de dislocation et les paramètres associés. Je terminerai par une conclusion. Donc, certains matériaux, lors de leur déformation, dans un certain domaine de vitesse de déformation et de température, peuvent présenter une déformation plastique hétérogène, c'est-à-dire un écoulement plastique instable. Cette instabilité est due au vieillissement dynamique qu'on appelle phénomène Port-de-Vin-Le Chatelier. À partir des caractéristiques des instabilités plastiques déterminées en traction uniaxiale, en utilisant la thermographie infrarouge, nous analysons à travers l'intensité du vieillissement dynamique les évolutions de ces densités, c'est-à-dire des dislocations mobiles et immobiles, et des paramètres microscopiques associés. L'étude a été réalisée donc, sur un alliage AL 4,5 Mg déformé à une vitesse de déformation imposée de 2,38, 10.4 S-1 et à température ambiante. Donc à cette vitesse de déformation et à température ambiante, on observe ces instabilités. Pour le cas de cette vitesse, donc les instabilités, elles passent de ce qu'on appelle les instabilités de type B vers le type C au cours de la déformation. Donc, à partir de la courbe de traction, des enregistrements thermiques par infrarouge et de concepts théoriques, on va essayer d'estimer ces évolutions et de mettre en évidence la décharge élastique du matériau en dehors de la zone de localisation de la déformation au sein du matériau. Donc, les mécanismes de base, au cours de la déformation d'un matériau métallique, l'évolution des densités de dislocation, mobile et immobile, en fonction de la déformation, est régie par un système de deux équations différentielles couplées qui sont données dρm sur dy et dρf sur dy, où les CI sont des paramètres caractéristiques du matériau déformé, où C1 traduit la multiplication des dislocations, C2 caractérise leur mutuelle annihilation et création de débris de dislocation, C3 traduit leur immobilisation à travers leur interaction avec les dislocations de la forêt. Le C4 est lié à la restauration dynamique. Dans le cas de l'écoulement plastique stable, c'est-à-dire déformation homogène, on a une courbe de traction, comme vous la voyez, la partie élastique, elle est lisse. Et dans ce cas, quand on résout sur le système que vous pouvez résoudre soit par la méthode Range-Kutta d'ordre 4, ou vous pouvez utiliser MATLAB avec la ODE 45, vous pouvez, donc on a trouvé, donc avec des valeurs de C qu'on a données au CI, on a trouvé ces évolutions de ρm et ρf, et oméga, on l'a défini comme étant
l'incrément élémentaire de déformation quand toutes les dislocations aient effectué un mouvement thermiquement activé. Donc ça, c'est pour l'écoulement plastique stable. Pour l'écoulement plastique instable, c'est-à-dire une déformation hétérogène, donc si on regarde la courbe, donc la partie plastique, bon, quand c'est homogène, donc vous avez ça, c'est une courbe lisse, et quand c'est hétérogène, vous avez après une certaine déformation plastique, vous avez les instabilités qui se manifestent sous forme de décrochement sur la courbe de traction. Et ces instabilités apparaissent à une certaine déformation critique, epsilon c. Donc, si on trace la contrainte contre la vitesse de déformation, donc on aura ce qu'on appelle les cycles d'oscillation-relaxation ou arrêt breakaway, c'est-à-dire arrêt désancrage des dislocations. Donc, on va passer à l'étude d'un exemple. C'est donc cet alliage AL 4,5% déformé à température ambiante. Donc, on donne la composition chimique de l'alliage AL 4,5% Mg en poids. On donne les caractéristiques de l'éprouvette, c'est-à-dire les dimensions et comment elle est obtenue. On donne la vitesse de réalisation de l'essai. Et pour la thermographie infrarouge, donc on donne le type de caméra utilisée, la fréquence d'acquisition, le nombre d'images par enregistrement, la résolution spatiale et le bruit de la caméra. Donc ici, on obtient donc, pour AL 4,5% Mg la courbe suivante de traction. On voit bien les instabilités ici. Donc, après une certaine déformation plastique, vous avez les instabilités qui se manifestent. Donc, on a fait 4 enregistrements à différents temps, et les zooms que vous voyez ici, on a montré les instabilités enregistrées, ou les bandes enregistrées, sur la surface de l'échantillon en gras. Donc, ici, on a 5, ici 4, 3 et 3. Plutôt 4, puis il y a une petite ici, mais on ne tient pas compte parce que donc elle s'est produite au bord de l'éprouvette. Donc si on a représenté l'amplitude des chutes de contrainte, on voit qu'à faible déformation, les chutes de contrainte sont plus ou moins constantes. C'est environ, c'est entre à peu près 14 et 15 mégapascales. Mais à un certain taux de déformation, nous avons les chutes de contrainte qui augmentent au fur et à mesure que la déformation augmente. Mais il y a une dispersion dans les amplitudes pour la partie supérieure de la courbe. Donc ici, pour l'estimation des densités de dislocation et les paramètres associés, donc on a défini le oméga, qu'on avait dit que c'est l'incrément élémentaire de déformation quand les dislocations aient effectué un saut thermiquement activé. Pour la contrainte, on a choisi la forme de la contrainte sigma égale sigma 0 plus alpha mgb racine de rho 1 plus rho f, où les différents paramètres intervenant dans l'équation
sont donnés ici. Donc, pour les valeurs utilisées pour les calculs, elles sont données entre parenthèses. Ici, le oméga, on a pris le oméga macroscopique, c'est-à-dire l'oméga, il est déduit à partir de la courbe de traction. Ça veut dire oméga, il a TW epsilon point A, où TW, c'est le temps d'attente des dislocations au niveau des obstacles, lorsqu'ils sont arrêtés par les obstacles de la forêt. Epsilon point A, c'est la vitesse de déformation imposée. Donc, en combinant ces deux équations, on obtient donc ρm et ρf. Pardon, mais 2 minutes. Donc, pour l'évolution de ρf et ρm au cours du temps, c'est-à-dire au cours de la déformation, elles sont données ici. La bleue concerne ρf et la verte, c'est ρm. On voit que ρf est largement supérieur à ρm. Donc, et vous voyez qu'on voit plus de fluctuations sur ρm. Et par contre, ρf, elle est plus ou moins lisse. Elle n'est pas lisse, mais elle est plus ou moins par rapport à ρm. Et on peut constater que lorsque ρm augmente, ou plutôt ρf augmente, vous avez ρm qui diminue. Ce qui est en accord avec les résultats rapportés dans la littérature. Ici, on a représenté le libre parcours moyen des dislocations. Plus la déformation augmente, c'est-à-dire quand on dit temps ou déformation, puisqu'ils sont proportionnels, donc on voit que le libre parcours moyen diminue au cours de la déformation. Ici, on représente la vitesse des dislocations en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction de la déformation. Ici aussi, on voit que la vitesse de déformation, la vitesse de dislocation diminue au cours de la déformation. En conclusion, donc, dans le cas où l'écoulement est instable, la déformation est hétérogène et le comportement collectif de dislocation se traduit par des cycles d'oscillation-relaxation. À partir des résultats de l'étude de l'alliage AL 4,5 mg à température ambiante, on a estimé les densités de dislocation et les paramètres associés. Alors, j'ai oublié une partie. Donc ici, c'est pour la mise en évidence de la décharge élastique en dehors de la zone où la bande se manifeste sur l'échantillon. Donc, on a mesuré on a déterminé la vitesse de déformation. Il faut conclure, hein, bon. Le temps est passé. Vous concluez ou... Hein, je conclue. Ou arrêtez, voilà. Donc, pour dans la dernière, on a mis en évidence la décharge élastique. Donc, la décharge élastique en dehors de la zone de localisation de la déformation lors de la naissance de la bande. Cette décharge élastique, on la met en évidence par l'estimation de la déformation à l'intérieur de la bande et de la déformation à l'extérieur de la bande. On fait la différence. Il y a eu donc la déformation à l'intérieur de la bande est largement supérieure hors bande
Donc, il faut qu'il y ait compensation, donc compensation de déformation, et pour cela, donc, ça se manifeste par une décharge élastique. Pour les instabilités, leur amplitude dépend de la microstructure du matériau et des conditions de déformation. Et merci. Ok, merci.